Bonjour, chers étudiants, bonjour donc chers internautes. Merci en tout cas de votre fidélité. Nous allons aujourd'hui parler un peu de la relance de l'économie sénégalaise et surtout donc les enjeux et les perspectives. Parce que vous n'ignorez pas, depuis un certain temps avec la crise sanitaire que nous avons connue, cette crise sanitaire s'est débouchée quand même sur une crise économique. Ce n'est pas seulement au Sénégal, mais c'est quelque chose que nous vivons donc dans le monde entier. Au Sénégal, comme aussi les pays de la sous-région, comme disons du monde entier, les autorités publiques en tout cas se sont organisées également pour essayer un peu d'organiser la riposte afin de pouvoir maintenir l'activité économique et au-delà penser surtout même à la relancer. Pour rappel, le premier cas en tout cas donc, de coronavirus a été enregistré au Sénégal donc, au début du mois de mars 2020. Donc, aussitôt après, les autorités ont pris quelques mesures. D'abord, en cherchant un peu à dégager un budget, disons, donc 2,4 milliards pour les tout premiers besoins en médicaments. Un mois et demi après, on a vu l'État du Sénégal dégager une enveloppe d'à peu près 64 milliards destinés à accompagner donc, les entreprises. Quelques temps après, on s'est dirigé donc, vers ce qu'on appelle donc, un programme de résilience économique et sociale d'un budget de 1 000 milliards destiné effectivement à contenir en tout cas les tout premiers effets de la crise économique, puisque beaucoup de secteurs fonctionnaient au ralenti à défaut de totalement à l'arrêt. Mais en ce moment-là, c'était encore une évaluation provisoire, puisqu'on était encore en pleine crise. D'ailleurs, la crise n'est pas encore finie, mais au moins pour l'instant, en tout cas, on a une idée des dégâts. Et on ne sait pas encore ce que demain fera, mais au moins pour l'instant, avec une évaluation exhaustive de différents départements ministériels, le gouvernement a réussi à nous présenter quelque chose. Nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà, avec donc, ce plan de résilience économique, donc programme de résilience économique et sociale, doté d'un budget de 1 000 milliards, donc le gouvernement a essayé dans le premier temps d'accompagner les entreprises, de dégager aussi une enveloppe de 69 milliards destinée à accompagner ou à aider un peu les ménages dans le cadre donc, de vivre, parce que je pense que l'objectif c'était surtout de toucher à peu près 1 million de ménages, avec un kit alimentaire qui tourne autour de 67 000, entre 63 et 67 000, même si encore il y a beaucoup de discussions donc, derrière pour les ayants droit et autres, mais ce qui est sûr c'est que l'État a cherché à accompagner. Voilà. Et là aussi, je pense que la distribution a connu beaucoup de lenteur parce que quelque chose qui était prévu dans les 3 semaines, je pense que 2 mois et demi après, la distribution n'était pas encore complète. Donc, ce qui posait un énorme problème de logistique. Nous sommes là aujourd'hui quand même pour parler surtout de la relance économique. Cette relance, finalement, que l'on peut... pourquoi la relance? C'est important de répondre à cette question. Pourquoi la relance économique? Ensuite, quel a été le budget donc, dégagé? Quels sont les secteurs ciblés? Et surtout, quelles sont véritablement les perspectives pour l'économie sénégalaise? Au-delà aussi, comment faire pour vraiment redonner de l'espoir donc, à tous ces jeunes qui sont en train aujourd'hui de braver quand même la mer, rien que pour chercher à rejoindre l'Europe. Je profite de l'occasion même pour m'incliner devant la mémoire de toute cette jeunesse perdue, alors que c'est une jeunesse quand même qui devait participer à la construction de notre pays.
c'est 13 novembre, étant commencé comme étant donc une journée de deuil national. Donc nous souhaitons que le bon Dieu les accueille dans son paradis céleste et surtout que les autres, en tout cas, puissent prendre conscience du danger donc de ces périls. En réalité, il appartient en tout cas au pouvoir public de redonner de l'espoir pour que les jeunes puissent accepter donc de rester. Il faudrait continuer à parler, à dialoguer, à discuter, à tenir un langage de vérité, mais surtout quand même faire renaître l'espoir. Et je pense que dans le cadre du plan de relance, c'est ce que les autorités sénégalaises cherchent. On parle de relance que lorsque vraiment on est à la suite donc d'une crise. Parce que une relance économique en tout cas est destinée à impulser, à donner une nouvelle impulsion à l'activité économique qui est dans une phase de ralentissement, de stagnation ou même de récession. Donc autrement dit, la relance en tout cas consiste à injecter donc des fonds, beaucoup de moyens dans l'économie pour lui permettre de redémarrer, notamment un plan donc, de relance économique ou encore de relance keynésienne, parce que quand même, c'est John Maynard Keynes qui nous a surtout théorisé cette notion donc, de relance économique. L'État doit débloquer des moyens, investir dans les travaux publics afin de permettre en tout cas à l'économie de reprendre. Voilà. En investissant donc en cherchant à faire certaines commandes, des grands travaux. Ces commandes, certes, vont entraîner une baisse du solde de l'État dans un premier temps, mais l'avantage ici, c'est que ça va entraîner une augmentation des besoins. Des besoins en main-d'œuvre, des besoins en matériaux, relançant ainsi les investissements de ces fournisseurs-là, des fournisseurs. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui apporte ces outils de production, mais aussi, comme il faudrait augmenter les capacités de production pour faire face à cette nouvelle demande, le besoin en main-d'œuvre aussi se fait sentir, ce qui va diminuer également donc, le chômage. Ça diminue le chômage, mais ça augmente aussi le pouvoir d'achat. Puisque si beaucoup de gens trouvent du travail, donc ça veut dire que ça va augmenter leur pouvoir d'achat. Ce qui, in fine, engendrera un effet multiplicateur dans tous les domaines, dans tous les secteurs de l'activité. Donc, il faut même le rappeler que l'économiste anglais, John Maynard Keynes, lorsqu'il théorisait cette relance-là, il a fait théoriser à la crise économique de 1909. Et on sait également qu'elle a été pratiquée avec succès, en tout cas après la Seconde Guerre mondiale, voilà, dans les pays d'Europe occidentale, au-delà, ce qui a fait que, quelques temps après, en tout cas beaucoup de ces pays-là ont connu une forte période de croissance. Voilà, donc, ce qui entraîne rapidement leur développement. C'est le cas d'un pays comme l'Allemagne qui a été vraiment totalement détruit par les bombes ou les bombardements, etc., les armes des forces alliées. Cela n'a pas empêché l'Allemagne, 3 décennies après, de redevenir la première puissance économique européenne. Voilà. Donc cela montre encore une fois que cela vraiment donc a marché. Bref, ce qu'il faudrait retenir surtout, en tout cas, peu importe l'orientation, les orientations politiques ou idéologiques des gouvernements, c'est-à-dire qui doivent prendre les décisions, ce qu'on constate, c'est que l'État joue un rôle primordial en matière de développement économique. Maintenant, dans ce cas, surtout lorsqu'on est en période de crise, il y a des décisions qui devraient être prises. Certaines, c'est pour le court terme, d'autres pour le long terme. Autrement dit, certaines actions, des actions conjoncturelles et des actions structurelles. Pour le soutien conjoncturel à l'économie, cela est formé d'actions, en tout cas prises par le gouvernement, pour stimuler et surtout pour relancer l'économie à court terme.
on s'appuie sur le budget du gouvernement. Donc voilà, donc là, le gouvernement a souvent tendance à mener ce qu'on appelle une politique budgétaire. Donc c'est-à-dire, il choisit de voilà, supporter certaines dépenses, mais aussi donc, revoir un peu aussi certains revenus, donc ça en renonçant certainement aussi à certaines donc, taxes. Hein, voilà. Pour mener une politique budgétaire active, comme aussi mener une politique fiscale dans une moindre mesure pour permettre en tout cas aux entreprises de pouvoir respirer un tout petit peu afin de redémarrer donc leur activité. Cela a quand même une conséquence positive, hein, parce que ça va permettre aux entreprises de pouvoir donc d'investir davantage, mais aussi de créer ce qu'on appelle des emplois, parce que lorsqu'on investit davantage, le besoin en main-d'œuvre se fait sentir, mais également cette main-d'œuvre qui travaille a aussi donc qui voit son pouvoir d'achat évoluer. Résultat, cela va relancer l'investissement, mais aussi donc favoriser la consommation. Et au-delà, ça augmente aussi donc les transferts, parce que l'État pourrait également passer, comme je vous l'ai dit tantôt, à diminuer ou à renoncer à certains impôts, taxes pour une certaine durée. Voilà. Ça c'est, on parle vraiment de soutien donc conjoncturel. Il n'y a pas que donc ce soutien conjoncturel, mais aussi on peut penser donc voilà au soutien donc structurel, autrement dit mener aussi une politique structurelle en faisant quoi? En créant les bases vraiment donc structurelles de l'activité. Autrement dit, l'État peut décider d'investir dans les infrastructures et surtout dans les services publics. Les infrastructures, construction, routes, d'autoroutes, d'autoponts, nouvelles universités, encore d'autres types d'infrastructures, en tout cas ce qui va mobiliser voilà, beaucoup de secteurs, donc ce qui n'est pas mal, parce qu'après ça va permettre en tout cas à tous ces gens-là de travailler ensemble. Et ça va aussi développer, ou en tout cas, ça va favoriser ce qu'on appelle la création de richesses au niveau du pays. L'État peut investir aussi donc, dans le cadre de ces structures-là et surtout des services publics, investir davantage dans l'éducation, la formation, voilà, ce qui permet en tout cas d'améliorer davantage ce qu'on appelle la qualité des ressources humaines. Bref, ça nous renvoie un peu à l'investissement dans le capital humain. Voilà. Mais aussi investir un peu dans ce qu'on appelle la santé, parce que je pense qu'on en a aussi besoin. Hein? Donc la santé, parce que lorsqu'on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. Et on a une santé fragile aussi, difficile d'être très productif. Toujours dans le cadre de cette politique structurelle, penser davantage à développer une stratégie, une politique donc vraiment industrielle active. Il faut investir dans ces infrastructures industrielles, autrement dit, encourager davantage donc, la transformation. Oui, parce que un pays ne peut pas penser à se développer si vraiment il y a une faible donc, industrialisation. D'ailleurs, peut-être on a l'occasion de faire d'organiser aussi une autre discussion sur l'intégration économique donc, en Afrique ou en Afrique de l'Ouest de manière particulière, pour voir un peu que ce qui freine un peu, en tout cas, ou constitue des limites pour cette intégration, c'est d'abord la sous-industrialisation. Parce que si les gens produisent mais ne transforment pas, échanger déjà, en tout cas, devient difficile. Autrement dit, c'est très difficile d'échanger certaines quantités, tant plus qu'on continue encore à importer la production venant des pays développés. Donc nous devons encourager davantage cette industrialisation. Si vous prenez un pays comme le Sénégal, parce que toutes les régions, certainement, on peut toujours encourager la transformation,
on se focalise au niveau de la région sud, en Casamance, où il y a des centaines donc, de milliers de tonnes de fruits qui pourrissent. On peut transformer sur place et transporter. Ça veut dire que là, on peut investir dans les industries, donc dans l'industrie qu'on appelle, mais également on peut investir dans la construction d'un chemin de fer, ce qui va faire renaître l'activité dans toutes les villes en tout cas où ce chemin de fer là va traverser. Autrement dit, ça va redonner encore en tout cas donc de l'espoir, ça va développer les petites activités donc de toutes ces braves femmes qui sont là, mais aussi de tous ces braves jeunes qui sont là en train de se battre tous les jours pour survivre. Donc au-delà de cette activité qui peut-être ne rapporte pas beaucoup, mais avec un chemin de fer, je pense que ça pourrait aussi leur permettre d'améliorer de manière en tout cas significative leur revenu. Donc ça aussi, je pense que ce n'est pas du tout négligeable. Lorsque vous devez aussi encourager la production nationale, il faut aussi accompagner les gens dans la qualité. Donc, bref, il y a une notion qu'on aime utiliser, c'est la notion de compétitivité de l'économie. De compétitivité qui devrait être orientée d'abord sur ce qu'on appelle la compétitivité prix, mais aussi la compétitivité qualité. Les prix, il nous faut éviter que les prix, en tout cas les biens qui viennent de l'extérieur, coûtent beaucoup moins cher ou plus ou moins. Le prix que c'est d'ici. Deuxièmement, pour la compétitivité qualité, c'est la même chose aussi. C'est vrai que ce n'est pas évident de combattre avec certaines entreprises qui ont 50 ans d'expérience, voire même qui sont bicentenaires, beaucoup de moyens, plus de technologie, voilà. Mais c'est la mondialisation, on fait avec. Maintenant, il faudrait mettre tous les atouts de notre côté, en faisant, en continuant encore davantage à accompagner donc, la production locale dans le processus de qualité. Donc, ce qui fait qu'on aura d'abord ce privilège de compétitivité prix, mais aussi compétitivité qualité. Même si les prix donc, sont compétitifs, si la qualité n'est pas là, on risque en tout cas de perdre encore donc, une bonne partie de la clientèle. On aura beau théoriser le consommé local, la fibre patriotique, malheureusement, comme on a l'habitude de le dire, le consommateur, la seule chose qui l'intéresse en tout cas, c'est sa satisfaction personnelle. S'il n'est pas satisfait, ça va être extrêmement difficile de le faire revenir. Voilà. Donc, il va toujours chercher, à travers ses achats, en tout cas, la satisfaction la plus grande possible. Donc, ce faisant, il faudrait davantage continuer à former les gens. À les former, donc à devenir plus compétitifs, mais aussi à devenir plus productifs. Dans la notion de productivité, peut-être on aura l'occasion de revenir donc, sur donc, tous ces concepts-là. Voilà. On peut peut-être mettre un zoom sur le plan de relance économique que les autorités gouvernementales donc, avaient organisé sous la direction, bien sûr, donc, du président de la République, parce que ça s'était passé au mois de au mois d'octobre, c'est ça. Voilà. Avec, bien entendu, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Hein, parce qu'on parle souvent de plan d'action prioritaire, on a assez ajusté et accéléré. Hein, on appelle PAP 2A. Pour la relance de l'économie nationale, avec un budget quand même qui a été estimé à 14 712 milliards. On dit que avoir des chiffres exacts, ça va être compliqué. Voilà, donc, mais au moins, avec les informations reçues au niveau des différents départements ministériels, en faisant une compilation, effectivement, le gouvernement du Sénégal peut présenter quand même un plan plus ou moins crédible de 14 712 milliards. Dont, bien entendu, une partie attendue du privé national et l'autre aussi des partenaires au développement.
le privé national, c'est un montant de 4770 milliards qui est attendu. Et au niveau des partenaires au développement, le reste, c'est-à-dire les 9 949 milliards. Mais là également, peut-être, avant de continuer, on peut pointer du doigt quelque chose qui paraît un peu compliqué ou étrange. Parce qu'au moment où on est en train de théoriser pour l'annulation de la dette de nos pays, on va encore se retourner vers les partenaires au développement pour essayer de bénéficier donc d'un financement de 9 942 milliards. Excusez-nous, donc effacer notre dette parce que nous vivons dans la crise, mais nous sommes suffisamment crédibles pour pouvoir encore emprunter 9 942 milliards. Je pense qu'il y a un problème de logique peut-être qui se pose, ou de cohérence. Parce que si vous êtes en mesure de pouvoir emprunter autant d'argent et de pouvoir le rembourser, je pense que votre quand même prêteur, tout ce qu'il dira à votre bailleur, c'est de vous... il peut rééchelonner la dette. Voilà. Vous laissez un peu, peut-être 6 mois, 1 an ou 2 ans pour souffler un peu afin de continuer à rembourser. Mais ça va être extrêmement difficile. Alors, de dire que vous avez les moyens pour payer, mais vous voulez qu'on annule la dette. Je pense que c'est assez curieux quand même si encore il y en a certains qui s'activent toujours pour obtenir cette annulation donc, de la dette. Il ne faut pas oublier, parce que ça doit faire à peu près maximum 15 ans, lorsque, dans le cadre donc, d'une annulation de la dette des pays pauvres, ce qu'on appelle l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, le Sénégal en faisait partie. 15 ans après, en tout cas, ça va être difficile d'évaluer les avantages ou donc procurés par cette annulation en termes de réalisation. Voilà. On s'est endetté très rapidement pour surtout orienter une bonne partie de cette manne financière vers donc, certains projets très lourds. Très lourds, certes, qui doivent moderniser quand même le pays, mais qui ne sont pas forcément les priorités du moment. Ça, parce que ça va être très difficile de dire le contraire. Dans tous les cas, on l'a beau théoriser, même si les autorités donc, étatiques n'ont pas répondu, ou en tout cas n'ont pas voulu participer au débat. Il y a un mois de cela, lors du voyage du président de la République donc, en France, lui-même il a reconnu qu'il y a eu quand même certaines erreurs dans leur choix d'investissement, donc dans le choix des projets. Ce qui montre encore une fois que au moins il y a une part, en tout cas, de vérité qui a été quand même soulevée par certains analystes donc, économiques donc, dans ce pays-là. Et ce qui n'est pas mal, on peut toujours faire des choix, peut-être et se tromper de bonne foi, mais il faut savoir quand même reculer. Si aujourd'hui les gens perdent espoir jusqu'à être prêts à affronter la mort, au même moment, on est disposé à investir 1000 milliards sur un trajet qui ne fait même pas 30 km. Et on se dirige encore, on a même déjà démarré avec donc, le BRT. Après le TER, il y a le BRT qui va nous bouffer encore donc, 300 milliards. Est-ce que peut-être avec des travaux d'agrandissement de ces voies-là, en faisant 2 voies, sens unique, etc., ça n'allait pas peut-être coûter moins cher et essayer de voir encore comment investir le reste de cette manne financière donc, dans le développement social. C'est ça aussi le problème, le développement social. Et dans le cadre toujours donc, de ce programme de relance, le gouvernement du Sénégal en tout cas cible quelques secteurs. Ils ont même parlé de 5 secteurs clés pour lancer l'économie. Le premier secteur, c'est donc l'agriculture, donc la promotion de l'agriculture. On nous parle même d'une agriculture intensive, abondante. Je me suis dit, enfin, là, au moins, on vient de prendre une décision extrêmement importante à céder quand même à sa juste valeur. Parce que c'est dommage de le dire,
60 ans après les indépendances, on n'arrive pas encore à atteindre notre autosuffisance alimentaire, alors que nous avons de l'eau, nous avons donc une jeunesse et surtout des terres. Qu'est-ce qu'il reste dans la volonté politique? Le gouvernement vient de prendre donc une décision très importante. On verra maintenant comment on va l'appliquer sur le terrain. En tout cas, lorsqu'il avait lancé le programme d'autosuffisance alimentaire en riz en 2015 pour 2017, j'ai toujours pensé que le délai était très court. Et effectivement, on est en 2020 et l'objectif n'est pas encore atteint, ce qui montre encore une fois que c'était très court, et c'était plus ou moins difficile à atteindre. Mais le plus important dans cette politique-là, c'est surtout le bond significatif qui a été réalisé. Voilà. C'est qu'au moment où le président Sall arrive au pouvoir, on était à 400 000 tonnes de production de riz. Puis on est passé à 800 000 tonnes et finalement on parle de 1 400 000 tonnes, étant donné que les besoins sont estimés à 1 800 000 tonnes. Là également il y a un peu de problème puisque ces chiffres ont été contestés donc, au niveau international, notamment et même les importations de riz plaident effectivement à la défaveur donc, des chiffres donnés par le gouvernement du Sénégal. Donc le programme en tout cas alimentaire mondial n'était pas en phase. Voilà. Et ça veut dire que c'était des chiffres qu'on gonflait, surévalués donc au niveau du ministère de l'Agriculture. Là aussi, c'est vraiment quelque chose à éviter. Il faut apprendre à informer juste. Dans le cadre d'une telle politique, on définit les moyens, on planifie et on avance. Si au bout de 2 ans, 3 ans, on n'a pas encore atteint les résultats, on peut effectivement mesurer le pas significatif qui a été fait et voir si les résultats seront atteints dans les 5 ans ou si, donc 3 ans, 4 ans à venir, ou est-ce qu'il faudrait donc, réévaluer parce que c'est allé très vite, etc. Ce n'est pas méchant. Mais ce qui est mauvais, c'est surtout de ne pas nous donner les bonnes informations. Après, ça va créer vraiment une rupture, pour ne pas dire un manque de confiance entre donc, le gouvernement, les gouvernants et les gouvernés. Et ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a un bon significatif qui a été réalisé. Et si les mêmes tendances se confirment dans les années à venir, voilà, ce Sénégal quand même sera autosuffisant en riz. Maintenant, il faut aller plus loin. Se battre pour devenir autosuffisant, c'est-à-dire ce qu'on appelle atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas du tout difficile. Certains pays l'ont atteint et ceux qui l'ont atteint aussi ne l'ont pas atteint d'une baguette magique. C'est en travaillant. Donc il faut continuer à travailler, à mobiliser toutes les énergies et voilà, à les concentrer sur les objectifs. Je reste persuadé que ces objectifs donc, seraient atteints. On peut toujours, en tout cas, rester optimiste sur toute forme de prévision, mais quand même éviter d'être extrêmement optimiste. C'est que dans le cadre même de ce budget ou de cette relance, le gouvernement du Sénégal espère dès l'année prochaine avoir un taux de croissance du PIB de 5,2% dès 2021. Et on passera à 7,2% en 2022 et une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire 13,7% en 2023. Parce qu'à partir de là, on va commencer à recevoir les toutes premières recettes venant de l'exploitation du pétrole et du gaz. Voilà. Je me dis que ce sont quand même des chiffres extrêmement optimistes. Oui, j'aurais bien souhaité qu'on puisse atteindre ces résultats-là et au-delà, mais je crois quand même, voilà, c'est vraiment extrêmement optimiste. Voilà. Croissance à 2 chiffres, si on commence à atteindre ça à partir de 2025-26, ce n'est pas mal, mais on n'est pas obligé, en tout cas, de penser que dans 2 ans, maximum 3, nous y serons. Voilà, parce qu'une relance économique n'est pas aussi rapide. Rien que, il faut faire beaucoup d'efforts pour espérer que l'économie puisse retrouver son niveau normal, c'est-à-dire d'avant crise. Ça va nécessiter quand même 1 an et demi d'efforts, voire même 2 ans. Voilà.
Donc, dans ce cas, il faudrait avoir un peu donc, de patience et continuer à maintenir la rigueur. C'est extrêmement important. Voilà. Parmi, en tout cas, les 5 objectifs, donc secteur clé cités par le gouvernement dans le cadre de cette relance, je parle tout à l'heure de l'agriculture, où on parle d'une agriculture vraiment donc intensive, abondante, donc c'est important. On espère que le privé national sera davantage impliqué, parce que ça, c'est un impératif. C'est un impératif. Si le privé national n'est pas impliqué, qu'est-ce qu'on va voir? Les gens qui viennent de l'extérieur, comme le font les Indiens, les Marocains, les Italiens, etc., qui vont prendre des centaines d'hectares pour exploiter et recruter les paysans comme étant des ouvriers agricoles. Je pense que c'est à éviter. Parce que tout ce que ces gens-là font, si le privé national se mobilise, ils peuvent faire exactement la même chose. Maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est vraiment donc d'affecter les terres de ces populations-là donc, à des personnes et ensuite les mettre devant le fait accompli. Parce que s'il y a un projet d'une aussi grande envergure, les concernés devraient pouvoir discuter avec la population autochtone. Parce que personne ne va refuser quelque chose qui va apporter du bonheur, quelque chose qui va apporter du travail, etc. C'est pas possible. Voilà. Mais aussi le fait de chercher à moderniser, à faire ce qu'on appelle l'agro-business, ne devrait pas pousser ou entraîner que les investisseurs, les apporteurs de capitaux puissent quand même avoir tout à leur disposition et pousser ou plonger davantage la population ou les populations concernées dans la pauvreté ou davantage dans la pauvreté. Il faudrait voir comment les associer. Les terres les appartiennent. Est-ce qu'il faudrait les affecter un certain pourcentage pour qu'au moins, à défaut de gagner 2 fois plus que ce qu'ils avaient auparavant, qu'ils puissent voir que leur niveau de vie s'est amélioré. Ça, c'est un impératif. Il faudrait, on ne peut pas vouloir lutter contre la pauvreté, vouloir moderniser, mais aussi pousser une bonne partie de ces gens-là dans la pauvreté absolue. Je pense que ça, ce n'est pas bon. En tout cas, quelques documentaires que j'avais suivis il y a 2 ou 3 mois de cela sur ces notions, sur ces trucs de terre affectée là, donc à des Chinois par exemple au Cameroun, où non seulement on a dressé les terres des paysans là, mais qui ont été embauchés par ces Chinois qui les payaient environ 1,50 € la journée, pour 1000 francs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Ça veut dire que ces gens-là, on les appauvrit davantage. Ce n'est pas l'objectif de l'État. On a l'habitude de le dire. L'État, dans le cadre de sa mission, est là pour améliorer le bien-être de la collectivité nationale. Donc, il est là pour protéger tout le monde. Je pense que dans les jours à venir, lorsque le privé national va s'engager davantage dans l'agriculture, il va falloir qu'on implique donc, les populations locales pour voir sur quelle forme de collaboration on va définir pour leur permettre d'abord de travailler dedans, mais aussi de voir que leur revenu augmente, donc leur niveau de vie s'améliore. Je pense que ça c'est extrêmement important. Il faut privilégier la concertation tout court, parce que ce qui se passe par exemple à Nengler, pour moi c'est une situation vraiment à bannir. On n'a plus le droit de voir une telle situation et ce n'est pas la première fois non plus. Alors que les paysans se soulèvent donc, contre l'affectation de la terre. Parce que dans la plupart du temps, on les met devant le fait accompli. Un projet d'une telle envergure, on implique les populations, on discute des tenants et des aboutissants. Je pense que personne ne pourra refuser quand même une telle avancée. Voilà, ce qui va développer le secteur, mais aussi ce qui va pousser les entreprises concernées à assurer leur responsabilité sociétale. Ça aussi c'est extrêmement important, la RSE. Il faudrait qu'on l'intègre davantage, parce qu'une entreprise ne peut pas s'implanter quelque part, gagner des milliards et que la population à côté vit dans l'extrême pauvreté. Je pense que ça aussi, ça n'a aucun sens. C'est des choses vraiment quand même à éviter. Ensuite, l'autre secteur que le gouvernement a parlé donc, dans le cadre de ces 5 secteurs clés pour lancer l'économie sénégalaise, donc c'est une santé donc, inclusive. Voilà. Donc, un système donc, de santé.
Parce qu'avec cette crise, on a vu que notre système de santé quand même avait énormément de failles. Donc il faudrait le faire. Il faut relever davantage le plateau technique, ce qui est très important, relever davantage le plateau technique. Voilà. Mais également, continuer à former, mais aussi à affecter les spécialistes à la région de l'intérieur. Voilà, parce qu'on constate que dans les régions de l'intérieur, quand même, les gens ont du mal à avoir donc, des spécialistes, que pratiquement des journalistes. Ça aussi, il faudrait quand même le combattre, parce que le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar, et pour une équité territoriale, beaucoup de choses qu'on trouve en Dakar, on doit aussi pouvoir les trouver dans les villes de l'intérieur. Voilà. On parle d'un système éducatif performant. Parce que tout ce qu'il reste à faire, en tout cas, c'est de veiller à une bonne utilisation des ressources nationales. Éviter quand même certaines dépenses gabegiques, comme on a l'habitude de lire dans un rapport, c'est un rapport de l'IGE, je pense, qui nous parlait un peu sur l'éducation nationale, lorsqu'on devait repeindre un peu, pour ne pas dire réhabiliter les locaux du ministère de l'Éducation nationale et encore du lycée Mariampa. Vraiment, la facturation était énorme. Et même les inspecteurs, dans le cadre de ce rapport-là, avaient dit qu'il y a quand même une utilisation abusive, pour ne pas dire, un gaspillage des ressources publiques. Donc il faudrait serrer davantage. Lorsqu'on sert sa nation, on doit savoir que tout franc symbolique est important. Donc il faudrait quand même veiller à ce que ce soit bien utilisé. Ensuite, on parle du développement du secteur privé national. Donc il nous faut un secteur privé national fort. On l'a toujours dit, chaque pays a besoin d'avoir quand même des champions nationaux. Les firmes multinationales, ce qui les intéresse, ce n'est pas de développer notre pays. Ce qui les intéresse, c'est de tirer le maximum possible. Et le jour où elles n'ont pas grand-chose à gagner ici, elles vont redéployer leur argent ailleurs. Mais les fils de ce pays, qui doivent construire ce pays, quel que soit ce qu'ils vont gagner, ils vont continuer davantage à développer ce pays-là. Et même en matière de solidarité nationale, leur contribution reste plus importante. Souvenez-vous du fonds Force Covid-19, la contribution donc, des entreprises donc, sénégalaises, le privé national, malgré qu'elles traversaient une situation très difficile, a contribué très fortement. En matière de solidarité, on a vu encore, il n'y a pas longtemps, lorsque le Khalife général de Tidjane avait demandé aux gens de contribuer pour la finition des travaux de la grande mosquée. Vous avez vu, certains ont débloqué 50 millions, 100 millions, 250, même 350 millions. Est-ce qu'on a vu les multinationales? C'est quand les gens gagnent des milliards, on ne les a pas sentis. Donc, raison pour laquelle il faudrait continuer davantage à soutenir le privé national. Même certains projets qui ne peuvent pas exécuter parce que peut-être il n'y a pas les moyens, il faudrait toujours, tout ce qu'ils peuvent faire, il faudrait quand même créer les conditions d'une sous-traitance. Comme ça, ils peuvent toujours l'exécuter. On a même salué 2 ans de cela la création du club des investisseurs. On a vu que depuis quand même quelques mois, ils ont assuré quand même des départs. Je ne sais pas comment ce club va survivre à tous ces départs et à cette petite crise, mais en tout cas, on l'avait salué. Pourquoi? Parce que, prise individuellement, aucune de ces entreprises n'a la possibilité de postuler, de répondre à certaines offres pour des grands travaux. En unissant leur force, ils peuvent le faire maintenant. Ce qui nous renvoie au fameux adage qui disait que l'union fait la force. Donc, je pense que les gens ont intérêt à jouer la carte de la transparence, à mettre à côté certains égos personnels pour ne penser qu'au business, mais surtout à l'intérêt national. Parce que l'intérêt national est que les entreprises sénégalaises puissent éduquer certains marchés plutôt qu'on les fait toujours quand même aux entreprises étrangères. Je pense que les gens quand même vont continuer à y réfléchir.
On a parlé du renforcement de la protection sociale et surtout la transformation industrielle et numérique. Donc la protection sociale, c'est très important. Les gens doivent travailler. Il faudrait penser quand même à leurs conditions de travail. Il faut penser aux rémunérations. Parce que, certes, il faut trouver du travail, mais aussi un travail décent qui permet à la personne de pouvoir se réaliser. Parce que quelqu'un qui travaille pendant une décennie ou même 2 décennies, qui n'arrive pas encore à réaliser grand-chose, je pense que ce n'est pas ce qui donne de l'espoir. Pas ce qui donne de l'espoir. Hein. Donc, essayer en tout cas d'orienter davantage certains moyens, ou encore encadrer davantage. Parce que moi, j'ai vu certains qui travaillent avec, par exemple, les multinationales, surtout parce que l'entreprise qui exécutait les travaux là et la Touba, il y a pas mal de manifestations de ces employés, de ces ouvriers. Et lorsque les gens, même en écoutant à la radio, révélaient les conditions dans lesquelles ils travaillaient et le niveau de rémunération, vous pouvez dire que est-ce qu'ils n'ont pas été abandonnés par l'État, par les pouvoirs publics. Donc encore une fois, ces gens qui sont payés par le contribuable, qui doivent être exclusivement au service du contribuable, lorsqu'ils entendent un tel fait, ils doivent comme se mobiliser. Parce que les travailleurs sénégalais doivent se sentir protégés. C'est important. Également, quelqu'un aussi qui vient pour investir doit se sentir protégé. Parce que c'est ça aussi le climat des affaires. Parce qu'un climat des affaires qui s'améliore permet aussi à ce pays-là d'attirer davantage d'investisseurs. Ça, je pense qu'on l'a dit et redit. Voilà. Et cinquième priorité ou secteur prioritaire pour le gouvernement, c'est la transformation industrielle et numérique. Voilà. Donc, transformation industrielle, je pense qu'on l'a déjà abordé tout au début. C'est difficile de se développer si on transforme sur place, parce qu'on ne peut pas se contenter de produire et surtout d'exporter des matières premières. Parce que ça ne rapporte que très peu. Il faut transformer sur place avant d'exporter certains produits. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement que nous allons gagner presque tout sur la chaîne de valeur. Et c'est ce qui est important. Donc, exporter des produits finis plutôt que des matières premières. La transformation numérique. On est à l'ère du numérique. Donc, on est obligé vraiment d'être en phase avec ce qui se passe au monde, dans le monde entier. On est obligé donc d'être en phase. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer à accompagner le développement de l'économie numérique. Les jeunes porteurs de projets continuent aussi à les accompagner. Mais au-delà, ne pas oublier que le numérique, en tout cas, facilite beaucoup de choses. Ça modernise, ça facilite. Mettre aussi l'accent sur quand même ce qu'on appelle la sécurité. Voilà. Parce que lorsque l'activité numérique se développe, donc les paiements aussi, toute activité nécessite bien sûr des échanges. Il faudrait renforcer davantage pour les gens qui sont censés assurer le contrôle, pour qu'il y ait en tout cas moyen de problèmes possibles, ou plutôt certains détournements, pour ne pas dire, voilà, les cas de fraude et autres. C'est pas toujours évident, mais il faudrait quand même continuer en tout cas à le faire. Les perspectives, on ne cesse de le dire, au Sénégal, la race d'activité économique ne peut pas se faire en ignorant le secteur informel. Je pense. J'ai vu que vraiment, même dans le cadre du nouveau gouvernement, parmi du ministère qui s'occupe de ce secteur-là, c'est important. On va attendre même avec le vote du budget quelles seront les ambitions de ce ministère-là. Est-ce que le ministère aura même les moyens de ses ambitions? On le verra avec le vote du nouveau budget. Voilà, mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'économie sénégalaise reste très fortement tributaire du secteur informel. C'est ça la réalité. Puisque ce secteur informel contribue à hauteur de 41%, précisément 41,6% du PIB, du PIB, et 39% au niveau de la production nationale.
si on se réfère en tout cas à une étude donc, de la DPE de 2018, la direction de la prévision et des études économiques. Donc c'est un secteur qui est très important, qui participe énormément aussi à la création d'emplois. Souvent, tous les emplois nouvellement créés, une étude donc, de l'ANSD de 2017 qui nous révélait aussi que parmi les emplois créés, en tout cas 97,5% se font dans l'informel, que 3,5% qui sont dans le secteur formel, donc l'État et le privé. Ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas penser que vous pouvez relancer l'économie sénégalaise si vous ne l'accompagnez pas, si vous ne mettez pas l'accent donc, dans le secteur informel. Parce que c'est là où quand même il y a énormément de gens, ça regroupe beaucoup de Sénégalais. Donc il faudrait donc mettre l'accent, il faudrait penser à les organiser et se diriger progressivement aussi vers la formalisation. Parce que souvent, certains ont un niveau de développement qui leur permet donc de se formaliser. Mais malheureusement, ils ne le font pas parce qu'ils pensent surtout à toutes ces notions d'impôts, de fiscalité et autres. Et si quand même on leur explique l'utilité, l'importance de l'impôt, pourquoi ils doivent se formaliser, pourquoi il est plus important pour eux de se formaliser, certainement une bonne partie adhérera, ça c'est clair. Parce que déjà si on s'organise, c'est plus facile de bénéficier des financements. Même les aides que l'État doit quand même déployer au niveau de ce secteur-là, l'affectation pose problème. En tout cas, ça va être extrêmement difficile de faire une affectation ou un dispatching plus ou moins objectif, puisque ce sont des gens qui ne sont pas identifiés formellement. Et ce n'est pas du tout évident. Voilà. Et s'ils le faisaient, ils pouvaient toujours bénéficier donc des financements. Et même à défaut d'avoir accès aux services bancaires classiques, il y a aussi les institutions de microfinance qui sont là. Et l'État peut se porter garant, avec notamment certains fonds qu'il mobilise pour faciliter l'accès au financement. Mais si on n'a pas organisé, ça va être difficile de pouvoir bénéficier de tous ces privilèges-là. Donc, en prenant le pour et le contre, on se rendra compte qu'il est de loin plus important de le faire. Donc, de se formaliser. On se dirige de manière irréversible, en tout cas, vers la formalisation. Autre chose, c'est surtout dans ce secteur-là, il faut continuer à encourager l'agriculture, on l'a déjà dit, l'élevage. J'ai vu dans le cadre même du budget de 2021 que ce ministère quand même a connu une hausse de 12% de son budget, qui est passé de 152 milliards en 2020 à 170 milliards en 2021. Et c'est sur les mêmes perspectives aussi qu'on a vu avec donc, le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Voilà un budget qui a augmenté de pratiquement 63 ou 65%, ce qui n'est pas mal, parce que ce sont des secteurs porteurs, des secteurs qui contribuent très fortement au PIB, mais aussi qui participent à la création d'emplois. C'est de l'emploi formel ou informel. Donc, soutenir ce secteur-là veut dire que vous devez soutenir quand même donc la consommation, vous devez soutenir la consommation. Vous allez participer aussi donc à relancer la production. Je pense que donc ce n'est pas mal. Il faudrait donc continuer à le faire. Voilà, pour redonner de l'espoir. On a parlé d'agriculture, on peut aussi insister davantage sur l'élevage, avec toutes ces quantités de lait importé. Je pense que l'élevage quand même a un bel avenir chez nous. Les gens depuis bientôt une décennie continuent à améliorer la qualité de la race bovine pour qu'il y ait plus de production de lait. Voilà. Il faut continuer encore à aller beaucoup plus loin, parce que dès qu'on montre à ces jeunes-là qui sont en milieu rural qu'avec l'agriculture et l'élevage, ils peuvent se réaliser, ils n'ont même pas besoin d'exode rural. Et ils verront même que leurs amis ou parents qui sont en milieu rural, en milieu urbain, lorsqu'ils se rendent là-bas, en matière de réalisation, ils sont de loin en avance.
ils n'ont aucun intérêt à se rendre en milieu urbain. Et même à revenu égal, on vit mieux en milieu rural qu'en milieu urbain, puisque la vie coûte moins cher. C'est ça. Changer d'image de l'agriculture, changer d'image de l'agriculteur, de manière générale. Voilà. Ce qui fait mal souvent, même à la télé, lorsqu'on parle de l'agriculture, on montre vraiment un vieux avec des habits là, qui laissent à désirer, etc. Et vous dites aux jeunes, allez-y cultiver la terre. Ils n'iront nulle part. Parce qu'ils ne veulent pas finir leur vie comme ça. C'est la réalité. Donc, en montrant que les choses se modernisent et que autant les jeunes en ville, voilà, ils vont au boulot le matin, le soir au sport, ils peuvent avoir leur maison, leur voiture et tout. En milieu rural aussi, on peut avoir exactement les mêmes conditions de vie. Ils n'ont aucun intérêt donc à quitter leur village natal, ça c'est clair et net. Donc il faudrait continuer à communiquer encore. Je pense que le manque de communication aussi contribue beaucoup à pousser les jeunes à prendre donc certains risques inutiles jusqu'à mettre leur vie en péril. Voilà, en gros, en tout cas, c'est quelques grandes lignes qu'on voudrait partager pour montrer que dans cette politique de relance, le gouvernement a décidé donc, de débloquer, de chercher des moyens. Et donc nous les attendons. Nous espérons aussi une bonne utilisation en tout cas de cette manne financière destinée à soutenir davantage donc, la production, à financer donc, les projets des jeunes. Et même les projets des jeunes, lorsqu'on les finance, il faudrait aussi les encadrer. On appelle le suivi et l'encadrement. Parfois, ça fait défaut. Il faudrait mettre tout ça dans le même panier. Donc, c'est important. Bref, continuer ou travailler durement pour redonner l'espoir. L'espoir, aujourd'hui, c'est ce qui manque terriblement donc, dans ce pays-là, surtout pour les jeunes. Parce que certains jeunes qui ont pris donc, ces pirogues d'infortune, qui ont réussi à faire partie des rescapés et qui disent que si demain ils verront une autre pirogue, ils seront prêts à repartir. Ça, c'est une position extrême. Ça veut dire que vraiment, comment on peut perdre espoir à ce niveau-là, à ce point-là. Donc, il faudrait faire revenir l'espoir, raisonner les jeunes, leur parler, qu'on peut effectivement réussir chez soi. Les gouvernants donc, sont disposés à les accompagner. Donc, il faudrait publier davantage d'initiatives privées et continuer aussi à les encadrer, à les former. Naturellement, certaines politiques ont été menées il y a quelques années de cela. Si des cas de réussite ont été enregistrés aussi, il faudrait faire des reportages pour montrer à ces jeunes-là. Voici un groupe de jeunes qui, il y a 10 ans ou 15 ans, tentaient d'aller en Europe pour s'immigrer. Ils ont été refoulés. Après, avec le financement de certains projets donc, européens, aujourd'hui, nous avons vu que ces jeunes-là se réalisent. Ils ne pensent même plus à reprendre la même chose. Peut-être même certains regrettent donc, d'avoir même tenté de le faire, etc. Voilà, il faut communiquer. Je pense que c'est très important. On n'a pas besoin d'accentuer toute la communication sur la politique. Non. Il faut faire une communication objective et pousser même les jeunes à effectivement croire et à accorder le minimum de crédibilité donc, à cette forme de communication. Je pense qu'en le faisant, on pourrait en tout cas espérer donc, des lendemains meilleurs. Merci encore, chers internautes, donc, chers amis, chers téléspectateurs. On espère aborder encore d'autres points donc, ou d'autres sujets brûlants d'actualité dans les semaines à venir. Merci et au revoir.